Bientôt 14 h sur BFM TV. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez ce samedi. Nous sommes ensemble jusqu'à 17 h cet après-midi. Bonjour à tous. Bonjour Benjamin. Bonjour Fanny. Bonjour à tous. À la une de l'actualité de ce samedi, le réveillon du Nouvel An risque d'être à nouveau chamboulé. Cette année, le Conseil scientifique appelle à des restrictions significatives pour le 31. Il va même jusqu'à évoquer un couvre-feu. Analyse et réaction dans ce journal. Quant au pass sanitaire, il pourrait devenir pass vaccinal début janvier. Changement de ton du gouvernement qui veut responsabiliser les non-vaccinés. Une preuve de vaccination pourrait ne plus suffire à leur donner accès aux établissements recevant du public. La vaccination sera proposée aux enfants de 5 à 11 ans à partir de mercredi, si tout va bien, a annoncé Olivier Véran. Comment le gouvernement en est arrivé là? Les explications de Kelly Lafin dans ce journal. Et du nouveau dans l'affaire Jubilard. La garde à vue de la nouvelle compagne de Cédric Jubilard levée jeudi était en lien avec des déclarations d'un ancien détenu avec qui il était en contact. Il lui aurait demandé de contacter la jeune femme au sujet de l'emplacement du corps toujours introuvable de Delphine Jubilard, disparue depuis maintenant 1 an. Ces fêtes de fin d'année risquent bien finalement de ressembler à celles de l'an dernier, notamment pour le réveillon du 31. Le Conseil scientifique, qui est chargé de donner des recommandations à l'exécutif, appelle en effet à des mesures de restriction à l'occasion du Nouvel An dans un avis publié ce samedi. Ce qu'il faut en retenir de ces recommandations avec Adélaïde Mangin. Le Conseil scientifique joue les troubles faits. Cette instance chargée de conseiller l'exécutif sur la pandémie demande des mesures de restriction significatives pour le 31 décembre, susceptibles, selon elle, de créer des rassemblements et d'aggraver la situation sanitaire. Pour les festivités du Nouvel An, le Conseil scientifique alerte sur un comportement des citoyens qui pourrait être différent de Noël, avec une activité festive plus ou moins contrôlée. Il souhaiterait une démarche pour éviter qu'à l'occasion du jour de l'an se constitue une série de mini-clusters à Omicron, qui pourraient diffuser rapidement dans les jours qui suivent sur l'ensemble du pays, compte tenu des mouvements de population à cette période. Le Conseil scientifique est dans son rôle donc de rappeler qu'évidemment nous sommes à la veille d'un risque épidémique important avec ce variant Omicron. Et c'est vrai, d'un point de vue purement théorique, plus tôt on met des mesures de restriction et plus tôt on est efficace sur la vague qui suit. Pourtant, le Premier ministre a déjà annoncé les mesures prises pour les fêtes de fin d'année. Selon nos informations, il y aura des déclinaisons territoriales, mais elles sont laissées à la main des préfets. Matignon insiste, il n'y aura pas de mesure de couvre-feu. Cette hypothèse n'a pas été retenue. Le gouvernement, lui, il tient compte aussi du moral des Français, d'un certain... il ne faut pas négliger la partie morale de cette affaire. Si tout le monde est déprimé et si on a une augmentation de taux de suicide, ce qu'on a vu dans d'autres vagues, il faut en tenir compte. Matignon redoutait toutefois les festivités dans la capitale notamment, mais elles ont été annulées ce matin, selon ce qu'a indiqué la mairie. Et en plateau avec nous, le professeur Jean-Louis Teboul. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes chef de service médecine intensive réanimation à l'hôpital Bicêtre, dans le Val-de-Marne, en région parisienne. Alors, le Conseil scientifique avait donc appelé le gouvernement à instaurer ces restrictions plus significatives. Le couvre-feu, l'idée du couvre-feu a été abandonnée, mais tout de même, est-ce que ces mesures doivent être durcies pour passer de bonnes fêtes de fin d'année? Est-ce que le réveillon est menacé par ce genre de décisions plus strictes? Alors, il s'agit bien du réveillon du jour de l'an. D'abord parce qu'il est un peu plus tardif et qu'il y aura peut-être plus de cas d'Omicron à ce moment-là. Et deuxièmement, parce qu'en effet, il fait l'objet souvent de réunions et de manifestations en nombre plus important qu'à Noël, où c'est un peu plus familial. Donc, s'il n'y avait pas Omicron, on n'en serait pas là. Si on était sur uniquement le variant Delta, on serait en fin, entre guillemets, de vague de contamination. On n'est pas en fait en fin de vague à l'hôpital, puisqu'on on subit énormément la vague Delta actuellement, on est plein, mais on serait en fin quand même. Et à ce moment-là, ces mesures n'auraient pas été proposées. C'est qu'il y a des données, comme vous le savez, qui viennent non seulement d'Afrique du Sud, mais surtout de Grande-Bretagne et d'autres pays, qui témoignent d'une extrême transmissibilité, contagiosité, on va dire, de cet Omicron,
et qui risque de se propager, bien évidemment, en France également. Il n'y a aucune raison que la France soit épargnée. Et c'est, je crois, pour ça que ces mesures de précaution, si vous voulez, ont été énoncées ce matin. Concrètement, Jean-Louis Teboul, comment ça se passe? Quelle est la situation dans votre service actuellement et comment cela va évoluer selon vous? On sait que le conseil scientifique a dit qu'aucune amélioration n'était attendue avant le printemps. Là, on est vraiment très ennuyés au niveau des services de réanimation. Nous, on est plein. On ne fait que refuser des malades actuellement venant de l'extérieur. Et parce qu'on est plein à 100%, et avec des patients Covid graves, mais aussi et non vaccinés, je précise, et des patients non Covid qui aussi nécessitent des soins. On est en hiver, enfin on est quasiment en hiver, on va dire, et il y a beaucoup de pathologies qui se déclarent, qui s'aggravent, qui s'acutisent, et on a besoin aussi de prendre des patients non Covid. Donc on est dans cette situation-là. La tension en réanimation est de l'ordre de 57% hier, ça veut dire qu'il y a 57% en gros, en pratique, de patients Covid et 43% de patients non Covid. Mais on est dans une situation de saturation, on va dire, actuellement dans les hôpitaux, en réanimation en tout cas. On va parler de cette décision politique avec vous, Anne-Sora Dubois, du service politique de BFM TV. Donc après cet avis du conseil scientifique, le Matignon s'étonne du timing. Oui, un peu, parce que c'est vrai qu'il est un peu curieux, cet avis du conseil scientifique. Il est publié juste au lendemain, non seulement d'un conseil de défense sanitaire, mais aussi de la prise de parole du Premier ministre. Donc c'est vrai que c'est un peu particulier. Et en tout cas, c'est une forme de réponse de la part du gouvernement que de dire, attendez, on a pris les décisions hier, on les a annoncées. Dès le lendemain, le conseil scientifique publie un avis en disant en clair, puisque dans ce qu'a dit Jean Castex hier, il n'a pas été fait mention de mesures particulières concernant le 31 décembre. Pourquoi est-ce que dès le lendemain, on nous alerte en disant, par exemple, on parle de couvre-feu, on sait très bien qu'en plus c'est une mesure qui résonne dans la tête des Français de façon très particulière. Donc oui, c'est le timing qui interroge. Et puis au-delà de ça, il y a une fin de non-recevoir de la part de Matignon et du gouvernement en général qui dit d'abord que cet avis aurait pu être publié avant, qu'il aurait pu y avoir coopération, collaboration un peu en amont du Conseil de défense. Et puis le gouvernement qui dit tout simplement concernant particulièrement le couvre-feu, ça a été évoqué, ça a été finalement écarté, mais c'est aussi parce que du côté du gouvernement, on est en train de se dire que quoi qu'il arrive, avec la propagation du variant Omicron tel qu'on la constate au Royaume-Uni, de toute façon, ça serait endiguer un tout petit peu cette propagation, mais quoi qu'il arrive, est-ce qu'il ne vaut pas mieux laisser les Français profiter de leurs vacances pour ensuite, effectivement, durcir peut-être les choses en janvier. Mais en tout cas, le choix qui a été fait, c'est pas de couvre-feu, pas de confinement. On continue à insister sur la campagne de vaccination, mais surtout laisser les Français profiter de leur fête de fin d'année. Merci beaucoup, Anne. Pas de couvre-feu, pas de confinement, mais une mesure forte qui a été prise quand même à Paris face à cette épidémie. La mairie de Paris annonce aujourd'hui l'annulation de l'ensemble des festivités prévues sur les Champs-Élysées le 31 décembre, à savoir donc le feu d'artifice et les concerts prévus sur les champs pour la Saint-Sylvestre. Alors que pensent les Français de ces nouvelles restrictions souhaitées notamment par le Conseil scientifique, en tout cas de cet avis qui a été émis? Isabelle Golens, on vous retrouve, vous êtes dans le 15e arrondissement de Paris pour BFM TV. Que pensent les personnes que vous avez rencontrées de ces annonces? Eh bien, écoutez, autant sur le pass vaccinal, sur la possibilité du pass vaccinal, on rencontre beaucoup de gens depuis ce matin qui sont plutôt favorables. Autant sur de possibles nouvelles restrictions pour le nouvel an, là, les avis sont très mitigés. On vient de discuter avec un jeune homme qui nous disait oui, on comprend qu'il y a un effort collectif à faire, mais on le subit encore une fois. On fait tout, on se vaccine, on respecte les gestes barrières, mais il faut encore faire des efforts. Et puis, on rencontre des Parisiens un peu plus philosophes, qu'ils comprennent, qui expliquent qu'on s'est déjà beaucoup restreint, mais s'ils font continuer, on le fera. S'il faut se passer d'un feu d'artifice et d'une soirée, alors on le fera. Écoutez en tout cas toutes ces réactions plutôt mitigées au micro de Sonia Reynaud. Moi je pense qu'il n'y aura pas de couvre-feu. Voilà, c'est tout. Pour le reste, pour l'annulation du feu d'artifice, bon, c'est peut-être regrettable, mais bon, ce n'est pas vital. C'est dehors, alors qu'on aurait pu gérer la distance peut-être, mais bon, ça fait partie des mesures. C'est peut-être plus symbolique qu'autre chose, mais ça fait partie d'une cohérence. Voilà, on doit faire des efforts, ce qu'on peut faire qui ne coûte pas très cher. On devait faire une soirée, j'étais invité à une soirée, on m'en a parlé, mais je crois que, voilà, peut-être pas, on va rester dans un petit groupe entre amis, voilà. Mais pas une grande soirée, voilà. Pas envie d'une grande soirée. Alors, aucune mesure n'a été prise pour l'instant, mis à part, on l'a dit, l'annulation du concert et du feu d'artifice de la ville de Paris. Mais des mesures pourraient être prises en fait localement, au cas par cas, par les préfets, si la situation sanitaire l'exige.
Merci beaucoup Isabelle Gonens dans le 15e arrondissement de Paris avec Sonia Reynaud. Faire peser la contrainte sur les non-vaccinés, c'est l'annonce coup de poing de Jean Castex hier. Le Premier ministre a notamment annoncé que le pass sanitaire allait devenir un pass vaccinal début janvier. Avec ce pass, seule la vaccination sera désormais valable. Pierre-Henri Holderbaum. Le pass vaccinal, la dernière étape avant l'obligation. Le gouvernement passe la vitesse supérieure face à la flambée des cas de contamination et resserre les taux sur les 6 millions de personnes non vaccinées, qui représentent 52% des entrées en réanimation. Il n'est pas admissible que le refus de quelques millions de Français de se faire vacciner mette en risque la vie de tout un pays et entame le quotidien d'une immense majorité de Français qui a joué le jeu depuis le début de cette crise. Alors nous avons décidé, avec le président de la République, qu'un projet de loi sera soumis au Parlement pour transformer le pass sanitaire en pass vaccinal et durcir les conditions de contrôle et de sanction contre les faux passes. Désormais, seule la vaccination sera valable dans le pass. Ce pass vaccinal permettra d'accéder au restaurant, au bar, au cinéma, au théâtre, mais aussi pour assister à un match sportif. Les tests antigéniques et PCR ne suffiront plus pour accéder à ces lieux. Côté entreprise, il ne sera pas demandé. Le projet de loi pour le pass vaccinal sera présenté en Conseil des ministres après les fêtes, le 5 janvier. La réaction de Christiane Taubira aux dernières annonces. Hier, elle avait dit envisager de se présenter à la présidentielle. Elle a fait déjà campagne ce samedi à Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis. Christiane Taubira a notamment réagi sur le pass vaccinal et on sent un changement de ton. Moi, je suis en confiance sur la science, je suis en confiance sur la médecine, je suis en confiance et en gratitude sur les personnes qui recherchent, qui proposent des solutions, qui fournissent des solutions, sur les personnes qui soignent. Et lorsque le gouvernement, dans son rôle, à sa place, sous sa responsabilité, choisit de transformer le pass sanitaire en pass vaccinal et ne choisit pas la vaccination obligatoire, il doit néanmoins assurer les services publics hospitaliers, les moyens en effectif et en capacité d'accueil et de soins qui conviennent au choix politique qu'il fait. Docteur Teboul, le pass vaccinal, est-ce que finalement, comme c'est une obligation vaccinale, est-ce qu'on peut dire ça? Est-ce que vous êtes favorable, vous? Moi, je suis favorable au pass vaccinal, tout à fait. De toute façon, ce qu'on vit depuis quelques semaines, c'est en fait un pass vaccinal. Je connais peu de gens qui se font un test antigénique ou PCR avant d'aller au restaurant ou prendre un café. Ça, c'est évident. Donc, c'est déjà le cas. Donc, c'est simplement pour marquer le coup, pour dire toute l'importance qu'il y a à se faire vacciner. Donc, pour encourager encore, j'espère que les gens les réticents vont y aller. J'espère qu'ils iront vers la vaccination. Parce que franchement, actuellement, c'est vraiment les non-vaccinés qui remplissent les services. Justement, concrètement, quelle est la situation dans votre service? Les non-vaccinés essentiellement. Quand je dis essentiellement, c'est 90%. En tout cas, pour notre service. Aujourd'hui même, il y a 1 heure, à 13h est arrivé donc un patient en réanimation chez nous, 45 ans, sans facteur de risque. Donc quand j'entends des gens sur des plateaux dire qu'il faut réserver la vaccination aux plus de 65 ans, ça me fait vraiment frémir parce que actuellement nous avons beaucoup de patients de moins de 65 ans. La médiane d'âge actuellement à la PHP est de l'ordre de 59 ans. Ça veut dire que la moitié des patients ont moins de 59 ans, la moitié plus de 59. Et quand ils ont plus de 59, ça dépasse jamais 75. Donc on n'a pas de patients au-delà, ou très très peu de patients au-delà de 75 ans. Autrement dit, on peut être touché par cette maladie de façon sévère si on n'est pas vacciné, même si on est plus jeune que 65 ans et même sans trop de facteurs de risque. Donc ça, c'est important. Il faut absolument que les gens aillent se faire vacciner. C'est jamais trop tard. Il y a aussi la vaccination des enfants, la question qui se pose. Olivier Véran a fait un point sur la situation épidémique ce matin. Alors que l'épidémie flambe chez les enfants, la vaccination des 5-11 ans sera lancée mercredi prochain. Si tout va bien, a notamment indiqué le ministre de la Santé. On l'écoute. Le conseil consultatif d'éthique que j'avais saisi a rendu ses conclusions hier. Il nous dit qu'on pourra y aller. Ouais.
La Haute Autorité de Santé va rendre ses conclusions au tout début de semaine et va nous dire vraisemblablement qu'on peut y aller. On peut y aller, mais sans obligation pour l'instant. Bien sûr. Et le comité d'orientation pour la stratégie vaccinale du professeur Fischer rendra ses conclusions le 22 décembre au matin, après avoir consulté les données américaines en vie réelle, basées sur la vaccination avec rappel de 2 millions d'enfants américains. Donc je préfère un démarrage en sécurité, en transparence, et que ces quelques jours de latence avant de vacciner les petits, nous puissions les utiliser pour vacciner les enfants qui sont à risque de faire des formes graves, ce que nous faisons dans notre pays. Depuis le début de la vaccination, il y a plus de 20 000 enfants de 5 à 11 ans qui ont été déjà vaccinés parce qu'ils étaient à risque de faire des formes graves. Nous continuons, et si tout va bien, le 22 après-midi, nous démarrons la vaccination des enfants dans les centres adaptés pour les enfants. Avec nous, Kelly Lafin du service santé de BFM TV. Pourquoi le gouvernement est-il arrivé à vouloir vacciner ainsi tous les enfants de moins de 12 ans et plus uniquement les enfants à risque? Tout d'abord parce que les enfants n'ont jamais été autant infectés par le Covid-19 que durant cette 5e vague. Le taux d'incidence chez les 6-10 ans, vous voyez, a explosé. Il dépasse les 1000 cas pour 100 000 habitants. Ça veut dire qu'un enfant sur 100 est contaminé aujourd'hui. Un record qui se ressent dans les hospitalisations. Hier, 124 enfants de moins de 10 ans étaient hospitalisés. Record aussi en soins critiques avec 26 enfants de 0 à 9 ans aujourd'hui en réanimation. Autre argument en faveur de la vaccination des enfants donné par le comité consultatif national d'éthique, le recul qu'on a aujourd'hui sur la vaccination des adolescents qui permet d'être rassurés. Aujourd'hui, on sait que 80% des 12-18 ans sont vaccinés et on peut voir qu'il n'y a pas eu des cas d'effets secondaires graves. Le taux d'incidence et d'hospitalisation est bien moins important proportionnellement que chez les plus jeunes, preuve que la vaccination est efficace. Et enfin, il faut dire que les formes graves du Covid sont très rares chez les plus jeunes, 25 fois plus rares que chez les adultes, mais selon le comité d'éthique, il faut tout de même les prendre en compte. Il pourrait y avoir un bénéfice individuel même pour les enfants qui n'ont pas de comorbidité, car plus de 50% des cas d'hospitalisation et 80% des PIMS, vous savez, ces syndromes inflammatoires graves, concernent des enfants qui n'avaient pas de comorbidité. Kelly, on l'a entendu, Olivier Véran, il dit vaccination des 5-11 ans dès mercredi. Si tout se passe bien, si tout va bien, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Qu'est-ce que le gouvernement attend pour enclencher cette vaccination? Il attend d'être certain que le rapport bénéfice-risque soit clairement établi pour les enfants qui n'ont pas de comorbidité. Et pour cela, donc, on attend les résultats des études de tolérance aux États-Unis. Les États-Unis qui ont commencé la vaccination des enfants début novembre. Ces données doivent arriver le 21 décembre. Et il va falloir également organiser cette vaccination des enfants qui ne sera pas simple à organiser parce qu'elle ne doit pas interférer dans celle des adultes qui, évidemment, reste prioritaire. Merci Kelly Lafin pour ces précisions. Et Olivier Véran a par ailleurs annoncé la 3e dose de vaccin obligatoire pour les soignants, également pour les pompiers, avec intégration de la 3e dose à partir du 30 janvier. Jusqu'à maintenant, 57% des soignants libéraux ont reçu une dose de rappel, 31,6% chez les soignants et salariés, chez les soignants salariés, et 28,4% chez les professionnels. Jean-Louis Teboul, la vaccination, la dose de rappel obligatoire chez les soignants, vous y êtes favorable? Oui, complètement. Bien évidemment, complètement. D'abord parce qu'on sait maintenant que si on n'a pas de dose de rappel, et on aura un peu plus de risque d'être contaminé par l'Omicron, ça c'est assez évident maintenant, et la dose de rappel va protéger en grande partie contre l'Omicron, en tout cas pour les formes graves, et deuxièmement parce que les soignants soignent. Et si on est déjà en déficit de soignants par rapport au nombre de patients qui peuvent arriver, et si les soignants devaient manquer à l'appel, entre guillemets, eh bien, on serait encore obligé de fermer des lits, en particulier de réanimation. Donc il y a les deux raisons pour eux-mêmes, pour leur protection d'eux-mêmes et de leur famille, mais également, et des patients qu'ils ont à soigner, mais également parce que ce serait une catastrophe que les soignants soient en arrêt maladie, même quelques jours, pour accueillir donc les patients qui sont de plus en plus nombreux à l'hôpital, en particulier en réanimation. Dans votre établissement, est-ce que vous avez le sentiment que les soignants sont de manière générale convaincus qu'il faut se faire vacciner tout d'abord et donc prendre cette dose de rappel? Oui, alors on essaye, on fait de la pédagogie encore ce matin, j'en faisais auprès de nos personnels, mais chez nous, je crois qu'ils sont très convaincus. En réanimation, ils sont très convaincus parce qu'ils voient bien les patients qui arrivent graves. En réanimation, c'est pas trop un problème de les convaincre. C'est dans les autres unités, là où ils sont moins en contact avec les patients les plus graves. Et bon, il y a eu aussi, vous savez, le petit souci Moderna versus Pfizer, puisqu'on sait que Moderna on a plus de stock actuellement de Moderna que de Pfizer, et puis les gens étaient un peu habitués à Pfizer, et puis on a dit à tort ou à raison qu'il y avait des complications supplémentaires avec le Moderna, en particulier les myocardites chez moins de 30 ans, mais la dose de rappel de Moderna est de 50% de la dose initiale qui était utilisée pour les
primo et seconde vaccination. Par conséquent, on peut attendre beaucoup moins d'effets secondaires du Moderna en dose de rappel, avec une efficacité au moins égale, voire supérieure au Pfizer. Donc il faut y aller également avec le Moderna, puisque actuellement dans les hôpitaux, c'est surtout du Moderna qu'on a. Merci beaucoup, professeur Teboul. Vous restez avec nous. On vous retrouvera dans le journal de 14h30 pour évoquer toutes ces questions, cette actualité liée au Covid. Dans l'actualité également, les dernières révélations dans l'affaire Jubilard. C'est le dernier élément qui a permis la garde à vue de Séverine L, la nouvelle compagne de Cédric Jubilard. Le témoignage d'un homme qui se trouvait dans la même prison que ce dernier, Thibaut Grosse. C'est un témoignage que les enquêteurs prennent très au sérieux. Celui d'un détenu interrogé il y a quelque temps qui se trouvait dans la même prison que Cédric Jubilard à Cesse. Cédric Jubilard lui aurait demandé de prendre contact à sa sortie de prison avec sa nouvelle compagne, Séverine, ici avec lui sur cette photo. Le but, s'assurer que le corps de Delphine ne soit pas visible sur le lieu où il aurait été enterré. L'ex-détenue et la conjointe de Cédric Jubilard entrent en contact, mais elle répète la même chose qu'aux enquêteurs. Elle ne sait pas où se trouve le corps de la disparue. Une version que la police juge pour le moment crédible. Après 36 heures de garde à vue, Séverine a été relâchée jeudi soir. Vous vous sentez comment? Très fatiguée. Pourquoi? Mais parce que ça a été intense. La garde à vue a été intense. Et là, ce que je veux, c'est juste que les journalistes me laissent tranquille et qu'ils me laissent me reposer. J'ai fait ce que j'avais à faire. Maintenant, ils sont faire les enquêteurs. À nos confrères de la Dépêche du Midi, Séverine a quand même fait part de ses doutes. Je n'ai jamais vu le corps de Delphine. Mon but n'est pas de la cacher, mais de la retrouver. Les enquêteurs pensaient que Cédric m'avait confié des choses, mais cela n'a jamais été le cas. Cédric dit toujours des trucs sur le ton de la rigolade, comme pour l'histoire de la ferme qui a brûlé. Il m'avait dit qu'il avait mis Delphine là-bas, mais c'était encore une fois en plaisantant. Il a toujours eu un comportement bizarre. Lors de la perquisition du domicile de Séverine, les enquêteurs ont récupéré des lettres écrites par Cédric Jubilard en prison. Des missives qui vont être analysées minutieusement car elles pourraient être en partie codées. Suite au témoignage du codétenu, un autre homme a été entendu, un très bon ami du couple. Le fils de Séverine, qui lui non plus n'avait jamais été auditionné, a été interrogé pour apporter des informations sur l'environnement de sa mère. 14h20 à suivre sur BFM TV. Nous reviendrons sur ces dernières annonces du gouvernement face à l'épidémie de Covid. À tout de suite. Contre la transmission, pensons aération. Quand on parle, quand on rit et même quand on respire, des micro-gouttelettes invisibles à l'œil nu restent en suspension dans l'air et peuvent transmettre le virus du Covid-19. C'est pourquoi il est important d'aérer 10 minutes toutes les heures pour les faire disparaître. Même vaccinés, continuons à appliquer les gestes barrières. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France. Vivez l'immersion OLED avec Asus. Le ZenBook 13 OLED est disponible chez Fnac et Darty. Les experts mettent en garde sur les effets à long terme de la pandémie sur la santé des jeunes adultes. Oh Valentina, mon amour, tu travailles si dur. Heureusement, il y a SumUp. Pour développer ton activité, satisfaire tes clients, gérer ton argent. Plus d'argent pour toi veut dire plus d'argent pour ce que tu aimes. Ah, comme un poisson dans l'eau. Achetez votre lecteur de cartes SumUp chez Carrefour ou Boulanger. SumUp, reprenez la main. Vendezvotrevoiture.fr. Combien vaut votre voiture? Entrez simplement les informations de votre voiture sur vendezvotrevoiture.fr et recevez le prix de vente en ligne. Vraiment facile, rapide et sûr, je recommande sans hésiter. Pour la reprise, prenez un rendez-vous sûr et sans contact. Allez maintenant sur www.vendezvotrevoiture.fr. Mais oh, pas Versailles ici. Et vous croyez où là? C'est pas Versailles ici. C'est pas hop. On est chaque jour un peu plus nombreux à faire des économies d'énergie. Avec Total Energy, c'est simple.
Une énergie moins chère, même quand les prix augmentent, et des services pour réduire votre consommation. Wish I could create a universe for us. If I build this place for you and Mr. Sandman, bring me a dream. Make him the cutest that I've ever seen. Please turn on your magic beam. Ce que t'as là devant toi, c'est le Père Noël qui me l'apporte tous les matins. Mais c'est un secret. Mr. Sandman, bring me a dream. Rapide et sécurisé, Apple Pay, disponible au Crédit Agricole. C'est parti. On le sait, tout va jouer sur la fraîcheur physique. Ça commence mal. Ah là, c'est pas pareil. Quel geste technique. En effet, c'est un retour au vestiaire bien mérité. Avec Prime Video, le foot ne vous quitte plus. Un peu plus facile pour la défense. Retrouvez le meilleur de la Ligue 1 Uber Eats sur Prime Video. Sergio, ça commence. Quel arrive. Fantôme, le nouveau parfum pour homme de Paco Rabanne. Les maîtres torréfacteurs L'Or ont créé l'alliance parfaite d'arômes incomparables. Des cafés en grains au goût unique. Pour un plaisir intense. Découvrez les cafés en grains L'Or. Y a quelqu'un? Y a quelqu'un? Y a quelqu'un? Offrir à chacun un conseiller à qui parler. C'est ça, construire dans un monde qui bouge. CIC. Imagine-toi dans une rue tout en ville, mais avec une lumière comme il n'y a pas chez toi, et ce serait peut-être là un endroit pour vivre. Je serais bien loin de savoir ou dire si l'on verrait des jours ou bien meilleurs ou pires, mais ce serait peut-être là un endroit pour vivre. Cette pochette cadeau illico est magique. Elle veut transformer un « Oh, c'est cool » en « Wow, c'est ouf » Pour Noël, offrez à ceux que vous aimez une chance de s'offrir le cadeau dont ils ont toujours rêvé. Si vous cherchez une bonne idée cadeau, il y a les pochettes illico. Illico. Enfin, seulement s'ils ont plus de 18 ans. Les jeux d'argent, ce n'est que pour les grands. La météo avec Derat Pro. Avec Derat Pro, vivez tranquille. Et le temps reste calme, toujours, pour ce début de week-end. Alors ce samedi, on note quand même une belle amélioration sur les régions du nord, avec ces nuages qui réussissent à se morceler pour laisser place aux éclaircies. Ce sera très temporaire, puisque dès demain matin, nous allons retrouver cette France divisée, avec au nord toujours autant de grisailles. Et prudence, si vous devez circuler, quelques brouillards givrants sont attendus de la région centre jusque sur le Val-de-Saône, une partie du Lyonnais. Toujours de très belles éclaircies sur une bonne
moitié sud sur l'ensemble des reliefs. Attention également, quelques plaques de grisaille dans la vallée de la Garonne. Votre après-midi avec toujours ce même scénario au nord de la grisaille, des nuages alors localement qui pourront se morceler un petit peu pour laisser place à de timides éclaircies. Quelques précipitations faibles seront possibles sur l'extrême nord et puis toujours ces très larges éclaircies sur toute la façade atlantique et toute la moitié sud ainsi que évidemment sur l'ensemble des reliefs. Vos températures en tout début de matinée ce dimanche matin, moins 5 degrés attendu à Clermont-Ferrand, moins 2 à Grenoble. La valeur la plus élevée, ce sera pour la capitale, 6 degrés à Paris, ainsi qu'à Lille. Et dans le courant de l'après-midi, on attend des valeurs en baisse sur l'ensemble du pays, très contrastées. 3 degrés à Lyon, 15 degrés dans le même temps, ce sera pour la Corse. Il fera 8 degrés à Paris. C'était la météo avec Derad Pro. Avec Derad Pro, vivez tranquille. 14h30 sur BFM TV, à la une de l'actualité, le gouvernement qui durcit le ton. Le pass sanitaire pourrait devenir pass vaccinal début janvier. Objectif, responsabiliser les non-vaccinés. Une preuve de vaccination pourrait ne plus suffire à leur donner l'accès aux établissements recevant du public. Nous en parlons en plateau dans un instant avec Anne-Sora Dubois du service politique et avec notre invité, le professeur Jean-Louis Teboul. Des mesures de restriction significatives doivent être prises pour le nouvel an. C'est ce qu'indique le Conseil scientifique dans un nouvel avis. L'instance alerte sur la nécessité d'éviter des brassages de population et n'exclut pas un couvre-feu pour le 31. Les détails à suivre avec Kelly Lafin. Et du nouveau dans l'affaire Jubilard, la garde à vue de la nouvelle compagne de Cédric Jubilard est liée aux déclarations d'un ancien détenu avec qui ce dernier avait échangé. Il lui aurait demandé de contacter la jeune femme au sujet de l'emplacement du corps toujours introuvable de Delphine Jubilard. On en parle dans ce journal. C'est simple, c'est clair, c'est limpide, c'est assumé. Nous voulons que les Français se fassent vacciner. Changement de ton au gouvernement. Olivier Véran, sur la même ligne que le Premier ministre hier, déclare ce matin ne pas vouloir que les vaccinés paient les conséquences de l'épidémie de Covid causée par les non-vaccinés. Conséquence, le pass sanitaire pourrait devenir un pass vaccinal en janvier. Nous voulons éviter une vague hospitalière très forte. Nous voulons ne pas faire peser de contraintes supplémentaires sur les Français qui se sont fait vacciner. Nous souhaitons que le pass sanitaire devienne un pass vaccinal, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'alternative de test pour entrer dans un établissement recevant du public. Il y a dans notre pays 52 millions, un peu plus, de Français qui sont vaccinés. Il en reste environ 5 qui ne le sont pas. Professeur Jean-Louis Teboul, vous êtes toujours avec nous. Je rappelle que vous êtes chef de service de médecine intensive et réanimation à l'hôpital Bicêtre dans le Val-de-Marne. On l'a bien compris avec vous tout à l'heure. Vous êtes vraiment favorable à cette obligation vaccinale qui ne porte pas son nom, il faut le dire, avec ce pass vaccinal. Oui, j'y suis favorable parce qu'il faut encore mettre un coup d'accélérateur sur la conviction, sur convaincre en tout cas les non-vaccinés d'aller se faire vacciner parce que ça pose un problème majeur non seulement pour l'épidémie, non seulement pour éventuellement la mise en place de mesures plus restrictives pour l'ensemble de la population donc vaccinée, mais aussi pour l'hôpital parce qu'on est limité en nombre de lits. En réanimation, vous savez qu'on a un nombre de lits qui est de l'ordre de 5000, 5005 sur l'ensemble du territoire, mais on ne peut pas l'augmenter. Au contraire, on a des fermetures de lits liées à des absences de personnel, ou en tout cas des non-remplacements de personnel qui sont partis. Il y a des décrets de loi qui fixent le nombre de personnels, par exemple paramédicaux, infirmiers, par rapport au nombre de patients. Et on ne peut pas être en dessous. On ne peut pas être illégal, c'est-à-dire que si on a des personnels manquants, soit parce que ils sont partis pas remplacés, ce qui arrive assez souvent maintenant, soit parce qu'ils sont malades, soit pour d'autres raisons, eh bien, on ne peut pas garder les lits ouverts, on est obligé de les fermer. Et donc, on a un nombre de lits limité, et donc on doit jouer avec cette masse critique de lits en réanimation, et c'est pour ça que on conseille, plus qu'on conseille, on demande aux non-vaccinés d'aller se faire vacciner parce que ça protège eux-mêmes et ça protège aussi l'hôpital et ça permet aussi l'accès aux soins à l'hôpital de personnes qui sont déjà vaccinées et qui n'en profiteraient pas parce que les lits sont pleins actuellement. C'est ce qui se passe dans l'ensemble des services de réanimation en France. Il y a l'aspect médical, il y a aussi l'acceptabilité sociale. Et à ce sujet, les réactions politiques ne se sont pas faites attendre. En déplacement à Mayotte, Marine Le Pen dénonce une mesure excessive.
En réalité, c'est donc une obligation vaccinale qui est en cause. C'est donc la rupture de toutes les promesses qui avaient été faites par le gouvernement. Aujourd'hui, les Français qui ne sont pas vaccinés ne peuvent plus donc faire de tests pour démontrer qu'ils ne sont pas porteurs du virus. Et s'ils refusent de se faire vacciner, eh bien c'est pour eux la mort sociale. Je trouve que ce sont des mesures qui sont, encore une fois, totalement disproportionnées. À ce sujet, on va regarder ce tweet d'Emmanuel Macron, c'était il y a quasiment un an, le 27 décembre 2020. Regardez ce que disait le président à l'époque. Je l'ai dit, je le répète, le vaccin ne sera pas obligatoire. Anne-Sora Dubois. Or, Twitter n'oublie jamais. Eh oui, exactement, tout ressort à un moment donné. La vaccination obligatoire, on y est presque à deux faits. Oui, absolument. C'est une vaccination obligatoire déguisée en réalité, mais souvenez-vous un peu de la façon dont la campagne de vaccination a démarré. C'était à ce moment-là. On commence à en parler fin décembre 2020. Et à ce moment-là, il y a même du retard dans le début de la campagne de vaccination parce que l'exécutif ne cesse de dire, attendez, on a 60-70% de défiance envers le vaccin avant même d'avoir injecté les premières doses, avant la première dose Morissette, effectivement, Jean-Louis Teboul nous l'a rappelé tout à l'heure. Et donc l'idée, c'était de dire, on va temporiser un maximum, on va y aller sur la conviction, étape par étape. Et puis au fur et à mesure, aussi parce qu'il y a de plus en plus de gens qui ont fini par être convaincus par le vaccin, parce qu'ils ont vu que ça marchait, qu'il n'y avait pas d'effet secondaire dans l'écrasante majorité des cas, et surtout parce qu'on a des variants qui sont de plus en plus contagieux, eh bien, l'exécutif a durci le ton. Le vaccin n'est toujours pas obligatoire aujourd'hui, mais souvenez-vous de toutes ces étapes. On a commencé par dire, on va généraliser le pass sanitaire. Et puis on a dit ensuite, on va dérembourser les tests pour les personnes non vaccinées. Puis ensuite on a dit, on va étendre le nombre de lieux où le test ne suffira pas. En tout cas, on va réduire aussi la durée de validité des tests. Donc on a avancé progressivement jusqu'à cette obligation vaccinale déguisée, mais c'est aussi parce que la conviction elle-même des Français a augmenté en même temps en fait que le déploiement de la campagne de vaccination. Donc on en est là aujourd'hui. Il reste à peu près 6 millions de Français qui ne sont pas vaccinés. Aujourd'hui, ce message leur est adressé. L'exécutif leur dit, il n'y aura plus d'échappatoire. Il n'y a plus de tests possibles quand on va au restaurant, quand on part en vacances. Il n'y a plus de possibilité aujourd'hui de ne pas être convaincu par le vaccin, parce qu'on a l'expérience qui est une lampe allumée que l'on porte devant soi, et que donc maintenant aujourd'hui vous devez être convaincu, et en tout cas vous convaincre rapidement. C'est une forme d'injonction, on le comprend parfaitement, qui va sans doute radicaliser les plus anti-vaccins des Français, mais sur cela le gouvernement ne table plus. Et puis il y a une autre chose aussi, c'est que, encore une fois, c'est l'évolution de la pandémie qui a généré ce changement de ton de la part de l'exécutif, parce qu'on comprend bien aujourd'hui, on commence à comprendre en tout cas, je parle sous validation des autorités sanitaires présentes sur ce plateau, mais que visiblement le variant Omicron résiste bien mieux à la 3e dose. Et donc ça veut dire que pour ceux qui n'ont pas encore commencé, qui n'en sont pas, même pas encore à la première dose, il y a une inquiétude majeure pour la rentrée. La 3e raison, enfin, c'est que la question de l'acceptabilité a été remplacée par une autre, c'est qu'aujourd'hui, ceux qui ont accepté de se faire vacciner n'accepteraient plus aujourd'hui des mesures sanitaires de restriction, des couvre-feux, des confinements, pour pallier le refus de ceux qui ne veulent pas se faire vacciner aujourd'hui. C'est ça aussi la question du gouvernement. Et comme aujourd'hui, c'est la majorité des gens qui sont vaccinés, on n'imposerait pas à la majorité ce que une minorité refuse, c'est-à-dire on n'imposerait pas à tous les vaccinés ce que les non-vaccinés ne veulent pas faire. Ça ne serait pas confinement pour tout le monde, parce que certains ne veulent pas se vacciner. Voilà. Merci Anne-Sora Dubois. Et on précise évidemment que ce passage du pass sanitaire au pass vaccinal se décidera début janvier, lorsque le projet de loi sera tout d'abord présenté au Conseil des ministres, puis à l'Assemblée nationale. Autre annonce d'Olivier Véran ce matin, elle concerne les pompiers et les personnels soignants qui devront recevoir leur dose de rappel dès le 30 janvier. Pour le moment, moins de 2 tiers des soignants libéraux l'ont déjà reçu, à peine 1 tiers des soignants salariés, et encore moins pour ceux qui travaillent en EHPAD. Le ministre de la Santé ne souhaite pas qu'une pénurie de personnel aggrave la situation dans les établissements de soins. Nous allons renforcer l'obligation vaccinale des soignants et des pompiers en intégrant la 3e dose à compter du 30 janvier. Nous ne voulons pas, comme en Écosse, que nous ayons 25 à 30% de soignants qui ne pourraient pas travailler parce qu'ils seraient tous cas contact et donc en quarantaine. Donc encore une fois, nous renforçons notre dispositif avec la même cohérence que celle que nous suivons depuis plusieurs mois. Et puis, il y a également la question de la vaccination des enfants. On va regarder ces chiffres avec notamment le taux d'incidence pour les enfants. 637 cas pour 100 000 habitants pour les moins de 9 ans, plus de 1000 pour les 6-10 ans, vous le voyez, contre 520 tous âges confondus. Olivier Véran a annoncé que la généralisation de la vaccination des moins de 12 ans, des 5-11 ans, pourrait intervenir dès mercredi prochain, si tout va bien, et sur la base du volontariat. On a compris, professeur Teboul, vous êtes favorable à cette vaccination de tous les enfants?
Pourquoi ? Écoutez, les chiffres, vous avez montré sur le taux d'incidence concernent le Delta essentiellement en France. Et on nous annonce pour l'Omicron une contagiosité supérieure. Donc il est évident que après les vacances de Noël, puisque les vacances de Noël vont tasser les chiffres, probablement. Mais après les vacances de Noël, il est probable que le taux d'incidence chez les enfants soit encore supérieur. Ce qui veut dire qu'il y aura plus d'enfants contaminés. Alors ils font beaucoup moins de formes graves. La proportion est beaucoup plus faible. Cependant, s'il y a des millions d'enfants contaminés, il y aura numériquement des formes graves et beaucoup de formes graves. Et c'est ça qu'on veut éviter naturellement. Ça, c'est important ce que vous dites, parce qu'il y a beaucoup de parents aujourd'hui qui ne sont pas du tout convaincus par la vaccination de leurs enfants. Je ne comprendrai pas qu'on ne protège pas ses enfants. Je ne comprendrai pas qu'on se protège soi-même et qu'on ne protège pas ses enfants. C'est quelque chose qui m'échappe totalement. Moi, je suis père d'enfants, en particulier une enfant de 6 ans. Je ne comprendrai pas qu'on ne veuille pas la protéger. Voilà. Mais que dire aux parents qui, en revanche, disent que certains adultes qui ont plus de risques donc, de présenter des formes graves, eux ne sont pas vaccinés, que ce n'est pas eux qu'il faut convaincre en premier plutôt que d'aller vacciner. Ça, bien sûr qu'il faut les convaincre, cela, bien naturellement. Mais je ne vois pas pourquoi on ne vaccinerait pas les enfants sous ce prétexte-là, qui était simplement, pour moi, un slogan. Et en pratique, il y a des effets immédiat qu'on verra probablement, hélas, de forme grave. Je dis hélas parce que numériquement, forcément, il y en aura. La deuxième chose, c'est qu'il y aura des Covid longs, probablement, c'est décrit dans la littérature. Et puis également, on ne connaît pas les effets à long terme du virus, qui peut donner dans 25 ou 30 ans. Et plus on est petit, plus on a de chances de connaître ces effets. Donc, autrement dit, je suis vraiment... on va y arriver, je pense qu'on va y arriver dès la fin de l'année sur cette autorisation. Elle sera, je pense, pas obligatoire. Elle sera donc facultative, mais je pense qu'il faut aller dans ce sens-là. Et deuxièmement, également, ils sont très pénalisés, les enfants, par les fermetures de classes, les fermetures d'écoles, etc., à cause de ces contaminations. Il faut aussi cesser ce processus et essayer qu'ils reprennent donc un cours pédagogique, un parcours pédagogique normal. Et ça, c'est très, très important pour leur formation, non seulement donc intellectuelle, mais également psychologique, bien évidemment. Merci beaucoup, professeur de Boule, d'avoir été avec nous sur le plateau de BFM TV cet après-midi. Il y a également, dans l'actualité de ce samedi sur le front épidémique, cet avis du Conseil scientifique qui a été rendu ce samedi, Kelly Lafin, pour anticiper une 6e vague liée à cette nouvelle mutation. Le Conseil scientifique appelle aujourd'hui le gouvernement à prendre des mesures de restriction significatives à l'occasion du réveillon du 31 décembre. De quoi s'agit-il, Kelly ? Alors exactement, c'est à l'occasion du réveillon du 31 décembre. Ce que dit le Conseil scientifique, c'est qu'il n'a pas trop d'inquiétude pour le réveillon de Noël. C'est une fête familiale et puis l'an dernier, les Français avaient bien joué le jeu, ils avaient respecté les consignes. Pour le Conseil scientifique, des simples consignes suffiront pour Noël, donc être le moins nombreux possible. Pour les plus âgés, d'avoir reçu leur dose de rappel et pour tous les convives d'être testés quelques heures avant de se réunir. En revanche, concernant les festivités du Nouvel An, ce que craint le Conseil scientifique, ce sont des rassemblements qui se multiplient et qui forment une somme de mini-clusters. C'est pourquoi il envisage 2 options. Donc soit comme à Noël, simplement demander à chacun de faire preuve de responsabilité, soit plus radical, prendre des mesures de restriction significatives qui pourraient différer selon les départements et selon leurs problématiques. Ces mesures pourraient être soit de limiter ou annuler certains rassemblements ou même mettre en place un couvre-feu. Ces décisions, selon le Conseil scientifique, devront évidemment dépendre de l'évolution du variant Omicron en France, mais aussi en Angleterre, car le Royaume-Uni a 2 semaines d'avance sur sa propagation. On attend surtout de connaître les effets de ce variant sur les hospitalisations. Merci Kelly Lafin. Et on précise que d'ores et déjà, en tout cas, le gouvernement, lui, a écarté cette option du couvre-feu. Et il l'avait déjà annoncé hier. Et alors que les vacances de Noël débutent, les premiers skieurs débarquent dans les stations. Les conditions météo, vous voyez, sont plutôt idéales aujourd'hui. Les Pyrénées, vous le voyez, ou dans les Alpes avec ses webcams, à Cauterets, dans les Hautes-Pyrénées, et à Cordon, en Haute-Savoie. Ça fait rêver, on entend des soupirs sur le plateau. Mais la situation sanitaire bouleverse tout de même ces vacances à la montagne avec cet hiver encore des conditions difficiles. Exactement. On va prendre la direction de l'Alpe d'Huez à présent. On va retrouver Chloé Giraud qui est sur place. Chloé, pour le moment, le pass sanitaire est déjà de rigueur dans les remontées mécaniques et le masque dans les files d'attente notamment. Mais ce sont désormais les festivités de fin d'année qui pourraient arborer une nouvelle forme.
Oui, ici aussi à l'Alpe d'Huez, les festivités de fin d'année vont être restreintes. Alors déjà, au moment où on avait annoncé la fermeture des discothèques, ici, la décision avait été prise d'annuler la soirée du Nouvel An. Mais avec les annonces de Jean Castex d'hier, il a été également décidé que le feu d'artifice du Nouvel An et les différentes descentes au flambeau seront également annulées. Je suis avec Maxime qui passera justement ces fêtes de fin d'année ici à la station de l'Alpe d'Huez. Bonjour Maxime. Bonjour. Ces annulations, qu'est-ce que ça vous fait? C'est dommage? Bon, c'est très dommage, on est effectivement très déçus de l'annulation. Après, au vu du contexte sanitaire, je pense qu'il est raisonnable effectivement d'annuler ce qui était prévu. Ça ne va pas trop chambouler vos vacances ici? Non, on changera nos programmes, on fera plutôt en famille, au chalet, tous ensemble, plutôt que les faire à l'extérieur. Merci Maxime. Donc des festivités de fin d'année un petit peu contraintes ici, mais ça ne va pas empêcher les vacanciers de profiter de l'essentiel finalement, c'est-à-dire la montagne et les pistes. Merci. Chloé Giraud, là aussi on a très envie d'être à vos côtés à l'Alpe d'Huez malgré tout. Et en tout cas, parallèlement à cette 5e vague, le variant Omicron complique davantage les stratégies de lutte contre le Covid-19, en particulier outre-Manche, où la présence de la mutation explose. Regardez, en à peine une semaine, on est passé de 1265 cas à près de 15 000 cas désormais. Et quant aux cas de Covid en général, Boris Johnson déplore, je cite, un raz-de-marée des contaminations avec 93 045 cas en 24 heures. Conséquence, les règles de circulation entre la France et le Royaume-Uni se durcissent. Seuls les voyages pour motifs impérieux sont autorisés. Le point Gare de Lyon à Paris avec Thomas Herman. Alors concernant tout d'abord les déplacements du Royaume-Uni en France, avant d'embarquer dans votre avion ou dans votre train, il faut se munir d'un test PCR ou antigénique négatif de moins de 24 heures. Vous pouvez ensuite effectuer votre voyage. Une fois arrivé sur le sol français, il peut là y avoir des contrôles aléatoires de tests antigéniques et sachez que vous devez respecter un isolement strict de 10 jours, isolement qui peut se terminer au bout de 2 jours si là vous avez un test PCR ou antigénique négatif au moment du résultat. Alors pour aller dans l'autre sens désormais, depuis la France jusqu'au Royaume-Uni, les règles sont légèrement plus strictes. Tout d'abord, avant d'embarquer dans votre avion ou dans votre train, il vous faut un test PCR négatif de moins de 48 heures. Une fois arrivé sur le sol britannique, il faut, si vous avez un schéma vaccinal complet, fournir la preuve d'un achat d'un test PCR à réaliser à J+2 qui mettra fin à votre isolement sur le sol britannique. Si vous n'avez pas de schéma vaccinal complet, là, il faudra montrer la preuve d'un achat de 2 tests PCR à réaliser à J+2 et J+8. Et là, il faudra observer un isolement strict de 10 jours. Sachez que pour aller du Royaume-Uni en France ou vers le Royaume-Uni, il faudra un motif impérieux. Si vous êtes résident en Angleterre, là, vous pourrez voyager tranquillement accompagné de votre conjoint. Également dans l'actualité, du nouveau dans l'affaire Jubilard. On en sait plus désormais sur les raisons de la garde à vue de la nouvelle compagne de Cédric Jubilard qui avait été levée jeudi. Mathias Arès, vous êtes à Gaillac, dans le Tarn, pour BFM TV. Les déclarations d'un ancien détenu sont à l'origine de cette garde à vue. Absolument. Ces nouveaux éléments, c'est cette audition d'un ancien co-détenu de Cédric Jubilard à la maison d'arrêt de Cesse. Une fois libéré, ce co-détenu a été entendu par les enquêteurs et selon lui, pendant son incarcération, Cédric Jubilard lui aurait demandé, une fois sorti, d'aller vérifier un emplacement assez large, assez peu précis où, selon lui, se trouverait le corps de Delphine Jubilard. Il lui aurait demandé d'aller vérifier si celui-ci était visible. Pour cela, ce co-détenu, il devait rentrer en contact avec Séverine, la nouvelle compagne de Cédric Jubilard, car selon lui, celle-ci aurait des informations plus précises sur l'emplacement du corps de Delphine. Cette rencontre, elle a eu lieu. Ce témoignage, il a été jugé crédible par les enquêteurs, car comme vous l'avez dit, mercredi matin, Séverine a été placée en garde à vue pour recel de cadavres, une audition qui aura duré au total plus de 36 heures, mais pendant laquelle Séverine a finalement convaincu les enquêteurs de sa bonne foi, puisqu'elle a été libérée jeudi dans la soirée, sans qu'aucune charge ne soit retenue contre elle. Mathias, demain aura lieu une marche blanche en l'honneur de Delphine Jubilard, dont le corps, on le rappelle, n'a toujours pas été retrouvé plus d'1 an après sa disparition. Oui, c'est ça. C'est des révélations qui arrivent dans un contexte un peu particulier. Vous l'avez dit, plus d'1 an, jour pour jour, depuis la disparition de Delphine Jubilard. Ici, quand on échange avec des habitants de Cagnac-les-Mines, eh bien, on nous parle d'un village terne, d'un village triste depuis le début de cette affaire. On ressent également une certaine lassitude chez ces habitants de ces nombreux rebondissements qui finalement peinent à faire avancer de manière significative cette enquête. Pour autant, ici, on ne souhaite pas oublier Delphine Jubilard, puisque demain, une marche blanche partira
partira à 14h du lac de Cagnac-les-Mines et elle se terminera ici devant le domicile de Delphine Jubilard. Merci Mathias Arès dans le Tarn avec Romano pour BFM TV. Tout de suite, la météo. La météo avec Derat Pro. Avec Derat Pro, vivez tranquille. Les conditions restent calmes pour ce week-end, ce premier week-end des vacances scolaires. Alors on a eu droit à de très belles éclaircies ce samedi, enfin sur les régions du Nord. J'espère que vous en avez profité car c'était très temporaire. Les nuages vont à nouveau prendre l'avantage pour ce dimanche matin. Alors de façon classique, des nuages bas, des brouillards. Localement, attention quand même, quelques brouillards givrants avec des valeurs bien basses côté température. On le verra tout à l'heure, donc de la région centre jusque sur le Lyonnais ainsi que sur le Val-de-Saône. Plus au sud, c'est du soleil, mais malgré tout, on aura quelques nuages. Petit changement là aussi sur le Roussillon et également le long de la vallée de la Garonne. Ailleurs, sinon au sud, ce seront encore les éclaircies qui auront largement l'avantage et qui vont le garder d'ailleurs dans le courant de l'après-midi jusque sur la façade atlantique. Très belle lumière. En revanche, au nord, eh bien, ce sera toujours plus gris. Alors localement, ça pourrait se morceler un petit peu, mais globalement, les nuages resteront nombreux. Et petite nouveauté, quelques précipitations sur l'extrême nord. Les températures, alors des valeurs basses, donc localement des gelées assez significatives. Moins 5 degrés du côté de Clermont-Ferrand, moins 3 degrés à Aurillac, moins 2 à Poitiers, à Limoges, à Grenoble également. On attend moins 1 à Bourges, tout comme à Biarritz. Il fera à peine 0 à Lyon. 2 degrés à Marseille, à Strasbourg également, 4 degrés à Brest, 6 à Lille et 6 à Paris. Et dans le courant de l'après-midi, des valeurs en baisse partout, très contrastées. 3 degrés seulement à Lyon au meilleur moment de la journée, 15 degrés en Corse, 12 à Marseille et Biarritz. Il fera 5 degrés à Grenoble, à Strasbourg, 8 pour Paris, pour Lille et pour Brest. Votre lundi, avec toujours ces nuages plus nombreux au nord, le vent d'est qui sera assez sensible, toujours de très belles éclaircies sur les régions du sud, du vent en Méditerranée, toujours quelques plaques de grisaille le long de la Garonne et également sur le Roussillon. Mardi, un ciel qui va se voiler à l'ouest, mais on aura quand même une belle après-midi. En revanche, ce qui sera assez notable, ce sont ces nuages qui vont commencer à envahir l'ensemble du littoral méditerranéen avec des températures, vous le voyez, qui baissent de façon assez marquée en matinée, notamment sur les régions du Nord. C'était la météo avec Derat Pro. Avec Derat Pro, vivez tranquille. Premier week-end de vacances de Noël, on va faire un point tout de suite sur les trafics. Votre programme avec groupeverlaine.com. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. groupeverlaine.com. Conditions de circulation fluides, vous le voyez, c'est vert dans le sens des départs et des retours à l'échelle nationale selon Bison Futé. C'était votre programme avec groupeverlaine.com. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. groupeverlaine.com. Restez avec nous dans quelques minutes. Dans notre prochain journal, nous parlerons du pass sanitaire. Il pourrait devenir pass vaccinal dès le début du mois de janvier. Changement de ton du gouvernement qui veut donc responsabiliser les non-vaccinés. Une preuve de vaccination ne suffira plus à donner l'accès aux établissements recevant du public aux non-vaccinés. On écoute Olivier Véran à ce sujet. Nous voulons éviter une vague hospitalière très forte. Nous voulons ne pas faire peser de contraintes supplémentaires sur les Français qui se sont fait vacciner. Nous souhaitons que le pass sanitaire devienne un pass vaccinal, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'alternative de test pour entrer dans un établissement recevant du public. Il y a dans notre pays 52 millions, un peu plus, de Français qui sont vaccinés. Il en reste environ 5 qui ne le sont pas. Toutes les séries de BFM TV à retrouver la semaine de Noël. Lundi, La Famille, enquête sur une communauté secrète cachée au cœur de Paris. Mardi, La traque du siècle, comment les responsables des attentats du 13 novembre ont été identifiés. Mercredi, Daval, la série, l'incroyable scénario de Jonathan Daval pour cacher le meurtre de sa femme. Jeudi, Xavier Dupont de Ligonnès, l'un des plus grands mystères criminels du XXIe siècle. 4 grandes affaires, une programmation exceptionnelle. Les séries BFM TV, de lundi à jeudi à 20h50 sur BFM TV. Disponible sur tablette, mobile et rmcbfmplay.com.
Dans une France à l'arrêt au moment de la crise sanitaire, c'était vraiment une chance de pouvoir compter sur un banquier réactif. Je suis Céline Gris et je dirige la société Gris Découpage basée en Lorraine qui fabrique des rondelles techniques et des composants mécaniques pour l'industrie automobile. Parce qu'on était en pleine croissance et que nous devions recruter, on a entrepris la construction d'un nouveau siège social. Les travaux ont démarré et de là est arrivée la crise sanitaire, impactant du coup fortement notre activité. Être banquier, c'est être présent aussi dans les moments difficiles de l'entreprise. On a permis de sécuriser votre trésorerie et continuer les investissements en mettant en place un prêt garanti par l'État en accord avec le pool bancaire du groupe. La mise en œuvre a été très rapide et ça nous a permis de conforter notre développement. C'était vraiment un projet très important pour nous et la Caisse d'épargne a su répondre et nous accompagner comme sur tous nos projets depuis 5 ans. Nous sommes très fiers d'être utiles à une PME comme la vôtre qui crée de la valeur et de l'emploi dans notre région. La proposition qui m'a été faite était très bien. Oui, on m'a proposé bien plus que j'espérais. Je suis vraiment content d'être passé par vendezvotrevoiture.fr. Entrez les informations sur votre voiture en ligne et recevez le prix de vente final. Pour vendre, déposez simplement votre voiture en agence. Rendez-vous sur www.vendezvotrevoiture.fr. On va manger dans le noir? Il n'y a plus qu'à croquer. Moi, j'ai trouvé le foie gras juste parfait. Je trouve qu'il est goûteux. C'est onctueux. Gourmand tout en étant léger. J'en veux bien encore, oui, si vous en avez. Il me rappelle mon enfance. Oh, c'est une belle découverte pour ça. Un beau produit. Les maîtres torréfacteurs L'Or ont créé l'alliance parfaite d'arômes incomparables. Des cafés en grains au goût unique. Pour un plaisir intense. Découvrez les cafés en grains L'Or. Fantôme, le nouveau parfum pour hommes de Paco Rabanne. Les Seychelles, théâtre de toutes les émotions. L'océan Indien à portée de main. À jouer à deux, à partager en famille. Entre douceur et intensité, un tourisme modéré. Un patrimoine préservé. Les Seychelles, un autre monde. Le parfum. Les parfums des hommes de Jean-Paul Gaultier. Tu sais quoi, on sert à rien. On sert plus à rien. Bientôt il sera trop tard. Il est peut-être déjà trop tard. Bac Nord, disponible en DVD, Blu-ray 4K et sur Canal VOD. Oh Valentina, mon amour, tu travailles si dur. Heureusement, il y a SumUp. Pour développer ton activité, satisfaire tes clients, gérer ton argent. Plus d'argent pour toi veut dire plus d'argent pour ce que tu aimes. Ah, comme en poisson dans l'eau. Achetez votre lecteur de carte SumUp chez Carrefour ou Boulanger. SumUp, reprenez la main. Direct Assurance, bonjour. Mais vous trouvez ça normal de nous faire économiser 240 €? Mais c'est scandaleux, monsieur. Non, on va rester chez vous. C'est clair? Là, ils ont compris. Le seul risque avec une assurance qui vous fait économiser 240 €, c'est que vous l'aimiez. Ceci est une histoire vraie. Une histoire d'obsession. Celle de préserver l'environnement. Une histoire essentielle. Une histoire intense. Une histoire de femmes et d'hommes engagés dans un combat quotidien. Cette histoire est la nôtre. Et elle commence avec vous. Écosystème. Recycler, c'est protéger. Let's go.
présente Préjugé numéro 10. Les hommes ne pensent qu'au foot. Oh non, mais je suis trop contente qu'on partage enfin un moment sans règles tous les deux. Je trouve ça trop mignon. En plus, Vous trouvez ça absurde? Nous aussi. Ce qui est loin d'être absurde, c'est un taux à 2,8% sur 48 mois. Et chez Cofidis, c'est sans frais de dossier. C'est ça, le crédit qui fait la différence. De chaque plant de tomates. Vous rapprochez. Ah, c'est beau, hein. Vous faire rire. C'est pour ça qu'on est là. On est là quand vous rentrez tard et quand vous vous levez tôt. Beaucoup, trop tôt. On est là pour que ce qui est important reste et que ce qui n'est plus parte. On est là dès que vous en avez besoin. Parce que la seule chose qui compte pour nous, c'est de vous rapprocher. Boulanger, si bien ensemble. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BFM TV à la une de l'actualité à 15h. Le réveillon du Nouvel An pourrait à nouveau être chamboulé cette année. Parmi ces nouvelles propositions aujourd'hui, le Conseil scientifique appelle notamment à des restrictions significatives pour le 31. Il va même jusqu'à évoquer un couvre-feu. Matignon a répondu à toutes ces recommandations. Les détails à suivre avec Anne-Sora Dubois. Quant au pass sanitaire, il pourrait devenir pass vaccinal dès le début du mois de janvier. Changement de ton du gouvernement qui veut ainsi responsabiliser les non-vaccinés. Une preuve de vaccination ne suffira plus à leur donner l'accès aux établissements recevant du public. On en parle avec notre invité Philippe Chambreau, médecin généraliste à Paris. La vaccination sera proposée aux enfants de 5 à 11 ans à partir de mercredi. Si tout va bien, a annoncé Olivier Véran ce matin. Comment le gouvernement en est arrivé là? Les explications dans ce journal. Et du nouveau dans l'affaire Jubilard, la garde à vue de la nouvelle compagne de Cédric Jubilard, levée jeudi, serait en lien avec une déclaration d'un ancien détenu avec qui il était en contact. Il lui aurait demandé de contacter la jeune femme au sujet de l'emplacement du corps toujours introuvable de Delphine Jubilard. Ces fêtes de fin d'année risquent bien finalement de ressembler à celles de l'an dernier, notamment pour le réveillon du 31 décembre. Parmi les propositions, les recommandations faites par le Conseil scientifique et à l'exécutif ce samedi, il y a notamment des mesures plus restrictives à l'occasion du Nouvel An. Ce qu'il faut retenir de ces recommandations avec Adélaïde Mangin. Le Conseil scientifique joue les troubles fêtes. Cette instance, chargée de conseiller l'exécutif sur la pandémie, appelle à la plus grande vigilance à l'approche de Noël et de la Saint-Sylvestre. Et il demande des mesures de restriction significatives pour le 31 décembre, justement, susceptibles, selon lui, de créer des rassemblements et d'aggraver la situation sanitaire. Pour les festivités du Nouvel An, le Conseil scientifique alerte sur un comportement des citoyens qui pourrait être différent de Noël, avec une activité festive plus ou moins contrôlée. Il souhaiterait une démarche pour éviter qu'à l'occasion du jour de l'an se constitue une série de mini-clusters à Omicron qui pourrait diffuser rapidement dans les jours qui suivent sur l'ensemble du pays, compte tenu des mouvements de population à cette période. Le Conseil scientifique est dans son rôle donc de rappeler qu'évidemment nous sommes à la veille d'un risque épidémique important avec ce variant Omicron. Et c'est vrai, d'un point de vue purement théorique, plus tôt on met des mesures de restriction et plus tôt on est efficace sur la vague qui suit. Pourtant, le Premier ministre a déjà annoncé les mesures prises pour les fêtes de fin d'année. Selon nos informations, il y aura des déclinaisons territoriales, mais elles sont laissées à la main des préfets. Matignon insiste, il n'y aura pas de mesure de couvre-feu. Cette hypothèse n'a pas été retenue. Le gouvernement, lui, il tient compte aussi du moral des Français, d'un certain... il ne faut pas négliger la partie morale de cette affaire. Si tout le monde est déprimé et si on a une augmentation de taux de suicide, ce qu'on a vu dans d'autres vagues, il faut en tenir compte. Matignon redoutait toutefois les festivités dans la capitale notamment, mais elles ont été annulées ce matin, selon ce qu'a indiqué la mairie.
Bonjour Philippe Chambreau, merci d'être avec nous cet après-midi. Vous êtes médecin généraliste à Paris. Alors, parmi les nombreuses propositions qu'ont fait le Conseil scientifique, ils ont donc appelé le gouvernement notamment à instaurer des restrictions significatives, y compris le cas échéant sous forme de limitation de l'activité collective, voire de couvre-feu. À quoi doivent ressembler ces fêtes de fin d'année pour se protéger au maximum ? Alors peut-être un petit peu compliqué parce que maintenant on a l'habitude de ces contraintes qui ont été mises en place déjà depuis 2 ans. C'est un peu long déjà. En fait, en pratique, ce qui est compliqué, c'est qu'on a l'impression que les autorités scientifiques et politiques cherchent à empêcher le virus de circuler. Et je pense que c'est parfaitement impossible et qu'en fait il faut s'attacher à faire en sorte que les personnes vulnérables soient vaccinées et protégées. Ça vaut pour les adultes, ça vaut pour les enfants. Donc il faut effectivement protéger au maximum les personnes qui sont à risque et il faut faire en sorte que les personnes qui ne sont pas vaccinées le soient. Le gouvernement, à cet égard, prend des mesures qui paraissent adaptées, appropriées. Le changement de passe vaccinal au lieu de passe sanitaire prend la bonne direction. Docteur Chambreau, on est au début de ces vacances de Noël, on est à 1 semaine du réveillon de Noël, à 2 semaines du réveillon du 31 décembre. À quoi doivent ressembler ces fêtes de fin d'année face à cette épidémie de Covid, face à ce variant Delta, ce variant Omicron également qui arrive ? Alors, j'ose dire qu'il y a un léger couac en fait qui s'est réalisé là entre l'annonce du Conseil scientifique et l'annonce de l'exécutif. À savoir que la logique des instances dirigeantes, c'est de communiquer, de parler de façon à ce que les annonces soient faites en concertation. Or, le fait que l'annonce scientifique se soit faite au lendemain de l'annonce de l'exécutif pose un problème grave et anxiogène pour la majorité des personnes. On entend de la part du Conseil scientifique des obligations de restrictions et de contraintes, et en pratique, ces restrictions n'auront pas lieu parce que l'exécutif n'a pas pour mission non plus de se désengager de ce qu'il a dit précédemment. Ça va être un petit peu compliqué à gérer, mais bon, ça va être de l'ajustement politique en tout cas. Voilà pour ces propositions, ces avis du Conseil scientifique. Anne-Sora Dubois du service politique est avec nous. Matignon s'inquiète aussi du timing justement de ces révélations du Conseil scientifique, de cet avis. Oui, ça s'interroge en tout cas parce que c'est vrai qu'on connaît la mécanique qui préside depuis le début de cette pandémie. Le Conseil scientifique a été créé pour conseiller l'exécutif et pour précéder les décisions de l'exécutif. Et donc c'est un peu surprenant aujourd'hui de voir un Conseil de défense un vendredi, jour de départ en vacances des Français. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il a été avancé, ce Conseil de défense, ce qui explique ce hiatus en termes de date, mais donc un Conseil de défense qui précède l'avis du Conseil scientifique. C'est pas la première fois qu'il y a un peu de friture sur la ligne entre les autorités sanitaires, en tout cas les conseils sanitaires qui conseillent l'exécutif et l'exécutif lui-même. Souvenez-vous, à certains moments d'ailleurs, le Conseil scientifique avait proposé des choses au gouvernement qui les avait écartées, notamment la possibilité du confinement au milieu du printemps dernier. Emmanuel Macron avait tenu bon en disant nous ne confinerons pas. Et d'ailleurs, il avait dit d'une certaine façon, c'est le politique qui reprend la main sur les décisions. Et quoi qu'il arrive, c'est bien le politique qui prend les décisions. En attendant, il y a un effet un peu confus, en effet, parce que vous avez d'un côté un gouvernement qui dit non, on ne mettra pas de mesures plus dures pour le 31 décembre parce que ça n'est pas forcément nécessaire. Et on laissera ça à la main des préfets. En tout cas, il n'y aura pas de mesures nationales. On se concentre, nous, sur la vaccination, le rappel de la 3e dose et sur les gestes barrières. Et d'un autre côté, un conseil scientifique que les Français ont pris l'habitude quand même d'écouter. En tout cas, ils entendent les avis du conseil scientifique. Et un conseil scientifique qui dit, en somme, les décisions qui ont été annoncées hier ne sont pas suffisantes. Et ça, c'est bien un peu la difficulté politique à gérer aujourd'hui. Aujourd'hui, l'exécutif nous dit après la sortie de sa publication de cet avis du Conseil scientifique, on a pris les décisions qu'on a prises. On ne revient pas sur les décisions qu'on a prises. Le couvre-feu est une décision qui a été évoquée en Conseil de défense. On a décidé de l'écarter et on comprend bien qu'il y a aussi la même question qui crée ce hiatus entre conseil scientifique et décision politique, c'est qu'il n'y a pas que du sanitaire dans les décisions qui ont été prises par l'exécutif hier. Il y a aussi la question de l'acceptabilité. Il y a aussi la question encore une fois, de l'acceptabilité de la campagne vaccinale. Parce que dire à des gens qui sont vaccinés 3 doses, vous serez confinés quand même ou vous aurez des couvre-feux quand même, c'est peut-être de nature à en dégoûter certains de se rendre jusqu'à la piqûre. Donc on joue là-dessus et c'est ce qui crée sans doute aussi cette différence d'opinion, ou en tout cas de préconisation entre l'exécutif et le conseil scientifique aujourd'hui. Et vous restez avec nous, Anne. Une mesure forte a déjà été prise à Paris face à cette épidémie. La mairie de Paris annonce aujourd'hui l'annulation de l'ensemble des festivités pour le soir du 31 décembre sur les Champs-Élysées, à savoir donc le feu d'artifice et les concerts prévus sur les champs
pour la Saint-Sylvestre. Alors qu'en pensent les Français de ces nouvelles restrictions recommandées, notamment par le Conseil scientifique? Isabelle Golens, vous êtes dans le 15e arrondissement de Paris et vous avez rencontré certaines personnes. Oui, qui sont très mitigés. Autant sur la question du pass vaccinal, là, on a rencontré beaucoup de gens qui sont plutôt favorables. Autant sur d'éventuelles nouvelles restrictions pour la soirée du Nouvel An, les Français à qui nous avons parlé sont très mitigés. Au sein même d'un même groupe d'amis qu'on vient tout juste de rencontrer, un groupe de jeunes, les avis là aussi étaient divergents. Il y a certains qui sont plutôt philosophes ou qui estiment qu'on peut encore faire des efforts. Et puis d'autres, c'est exactement ce que disait Anne il y a quelques instants, qui estiment qu'ils sont vaccinés, qui respectent les gestes barrières, et on leur demanderait encore de nouveaux efforts. Écoutez justement ces quelques réactions que nous avons recueillies tout à l'heure avec Sonia Reynaud. Moi je pense qu'il n'y aura pas de couvre-feu. Voilà, c'est tout. Pour le reste, pour l'annulation du feu d'artifice, bon, c'est peut-être regrettable, mais bon, ce n'est pas vital. C'est dehors, alors qu'on aurait pu gérer la distance peut-être, mais bon, ça fait partie des mesures. C'est peut-être plus symbolique qu'autre chose, mais ça fait partie d'une cohérence. Voilà, on doit faire des efforts, ce qu'on peut faire qui ne coûte pas très cher. On devait faire une soirée, j'étais invité à une soirée, on m'en a parlé. Mais je crois que, voilà, peut-être pas, on va rester dans un petit groupe entre amis, voilà. Mais pas une grande soirée, voilà. Pas envie d'une grande soirée. Alors on le rappelle, pas de mesures prises encore pour l'instant, mais ce qui pourrait se dessiner, c'est peut-être des mesures au cas par cas, localement, qui pourraient être prises par les préfets si la situation sanitaire l'exigeait. Merci beaucoup Isabelle Golens dans le 15e arrondissement de Paris avec Sonia Reynaud. Faire peser la contrainte sur les non-vaccinés, c'est l'annonce coup de poing de Jean Castex hier, le Premier ministre, qui a notamment annoncé que le pass sanitaire allait devenir un pass vaccinal début janvier. Avec ce pass, donc seule la vaccination sera désormais valable. Pierre-Henri Holderbaum. Le pass vaccinal, la dernière étape avant l'obligation. Le gouvernement passe la vitesse supérieure face à la flambée des cas de contamination et resserre les taux sur les 6 millions de personnes non vaccinées, qui représentent 52% des entrées en réanimation. Il n'est pas admissible que le refus de quelques millions de Français de se faire vacciner mette en risque la vie de tout un pays et entame le quotidien d'une immense majorité de Français qui a joué le jeu depuis le début de cette crise. Alors nous avons décidé, avec le président de la République, qu'un projet de loi sera soumis au Parlement pour transformer le pass sanitaire en pass vaccinal et durcir les conditions de contrôle et de sanctions contre les faux passes. Désormais, seule la vaccination sera valable dans le pass. Ce pass vaccinal permettra d'accéder au restaurant, au bar, au cinéma, au théâtre, mais aussi pour assister à un match sportif. Les tests antigéniques et PCR ne suffiront plus pour accéder à ces lieux. Côté entreprise, il ne sera pas demandé. Le projet de loi pour le pass vaccinal sera présenté en Conseil des ministres après les fêtes, le 5 janvier. Le pass vaccinal, une obligation vaccinale qui ne dit pas son nom. On en parlait il y a quelques instants, Anne-Sora Dubois, et même le gouvernement commence à l'évoquer, notamment Olivier Véran. Oui, pas n'importe quel membre du gouvernement. Effectivement, le ministre de la Santé, Olivier Véran, qui a déclaré auprès de nos confrères de Brut, il est interrogé, on lui dit quelle est la différence entre le pass vaccinal et l'obligation vaccinale, et il répond, et c'est la première fois qu'on a quand même une expression aussi claire à ce sujet. Voilà ce que répond Olivier Véran. C'est une forme déguisée, tout simplement, d'obligation vaccinale. Et le ministre de la Santé rajoute, c'est même plus efficace que l'obligation vaccinale, parce que empêcher les gens non vaccinés d'aller dans les bars, les restaurants, c'est plus efficace que de leur mettre une amende pour freiner la propagation du virus. Alors, on avait déjà une petite température quand même dans la bouche du chef de l'État mercredi dernier lors de son interview. Il avait dit, nous sommes quasiment à l'obligation vaccinale. C'est donc une obligation vaccinale déguisée. Absolument personne ne tombe de sa chaise aujourd'hui. Bien sûr que tout le monde savait que c'était une obligation vaccinale déguisée. Et même on avait vu toutes ces étapes, le déremboursement des tests pour les non-vaccinés, le fait de réduire la durée de validité des tests. Tout le monde comprenait bien qu'on allait finir à en arriver là. Et il finit comme cela, Olivier Véran, cette prise de parole. Il dit on ne peut pas vivre sous la menace sanitaire parce que 5 millions de Français ont refusé de se faire vacciner. C'est un peu ce qu'a dit Jean Castex hier lors de sa prise de parole. Ce qu'on comprend bien, c'est que l'exécutif durcit le ton vis-à-vis des non-vaccinés, parce que désormais, l'heure de la conviction, des tentatives de conviction,
vaccination est en train de s'achever. On est 2 ans après le début de la pandémie, 1 an après le début de la campagne vaccinale. Et donc le gouvernement se dit, en quelque sorte, on a tout tenté. Et ceux qui ne veulent pas, à un moment, eh bien, l'heure de la conviction, encore une fois, est terminée et on va en passer par une forme de contrainte. Encore une fois, le vaccin n'est toujours pas obligatoire juridiquement. Ça, c'est la subtilité politique de ce pass vaccinal. En fait, dans les faits, il est devenu obligatoire parce que sinon, vous n'avez plus de vie sociale, vous ne pouvez plus rien faire. On comprend bien ce qui a présidé à cette décision. Il y a 2 choses qui ont accéléré cette décision. La première, c'est les variants qui résistent de plus en plus au vaccin s'il n'y a pas un nombre de doses suffisant. La deuxième raison surtout, c'est qu'au début, l'acceptabilité se tournait du côté du vaccin. Maintenant, l'acceptabilité, c'est vis-à-vis des mesures. Et confiner 55 millions de Français parce que 5 millions ne veulent pas se faire vacciner, ça passerait plus aujourd'hui. Donc le gouvernement est coincé. Et effectivement, docteur Chambon, votre avis sur notamment ces mots d'Olivier Véran, on le rappelle, qui dit que le pass vaccinal est une forme déguisée d'obligation vaccinale. Vous êtes d'accord avec lui? Et que pensez-vous, vous, du pass vaccinal? Je pense qu'il est en phase avec la réalité de ce qui se passe depuis le début de cette pandémie. En fait, on a mis en place un pass vaccinal au départ pour tenter de contraindre les divers patients à se faire vacciner, puisqu'il y avait des contraintes telles qu'on pouvait imaginer que l'ensemble de la population serait vaccinée dans le temps raisonnablement. Il y a une accélération du processus par les variants, en particulier Omicron. Il est évident que là, maintenant, les choses urgent un petit peu pour l'exécutif, à savoir qu'il y a une contrainte politique d'un côté, une contrainte médicale de l'autre. Cet équilibre-là, c'est de l'ordre de la politique compliquée. Il est évident que là, il faut faire les choses, mais que les contingences derrière de capacité à vacciner sont parfois délicates, et je ne suis pas sûr qu'au 15 janvier, on puisse réaliser autant de vaccins qu'il est proposé là par le gouvernement. Merci beaucoup. Restez avec nous. On va écouter cette réaction à présent de Christiane Taubira aux ces dernières annonces. Hier, elle avait dit envisager de se présenter à la présidentielle. Et elle fait déjà campagne ce samedi. Elle est à Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis. Christiane Taubira qui a donc réagi notamment sur le pass vaccinal. Et on sent un changement de ton. Moi, je suis en confiance sur la science, je suis en confiance sur la médecine, je suis en confiance et en gratitude sur les personnes qui recherchent, qui proposent des solutions, qui fournissent des solutions, sur les personnes qui soignent. Et lorsque le gouvernement, dans son rôle, à sa place, sous sa responsabilité, choisit de transformer le pass sanitaire en pass vaccinal et ne choisit pas la vaccination obligatoire, il doit néanmoins assurer les services publics hospitaliers, les moyens en effectif et en capacité d'accueil et de soins qui conviennent au choix politique qu'il fait. Olivier Véran a aussi fait un point sur la situation chez les enfants. L'épidémie qui flambe, notamment chez les moins de 12 ans. La vaccination des 5-11 ans sera lancée mercredi prochain. Si tout va bien, a notamment indiqué le ministre de la Santé. On l'écoute. Le Conseil consultatif d'éthique que j'avais saisi a rendu ses conclusions hier. Il nous dit qu'on pourra y aller. Ouais. La Haute Autorité de Santé va rendre ses conclusions au tout début de semaine et va nous dire vraisemblablement qu'on peut y aller. On peut y aller, mais sans obligation pour l'instant. Bien sûr. Et le comité d'orientation pour la stratégie vaccinale du professeur Fischer rendra ses conclusions le 22 décembre au matin, après avoir consulté les données américaines en vie réelle, basées sur la vaccination avec rappel de 2 millions d'enfants américains. Donc je préfère un démarrage en sécurité, en transparence, et que ces quelques jours de latence avant de vacciner les petits, nous puissions les utiliser pour vacciner les enfants qui sont à risque de faire des formes graves, ce que nous faisons dans notre pays. Depuis le début de la vaccination, il y a plus de 20 000 enfants de 5 à 11 ans qui ont été déjà vaccinés parce qu'ils étaient à risque de faire des formes graves. Nous continuons, et si tout va bien, le 22 après-midi, nous démarrons la vaccination des enfants dans les centres adaptés pour les enfants. Avec nous, Kelly Lafin du service santé de BFM TV. Pourquoi le gouvernement est-il arrivé à vouloir vacciner ainsi tous les enfants de moins de 12 ans et plus uniquement les enfants à risque? Tout d'abord parce que les enfants n'ont jamais été autant infectés par le Covid-19 que durant cette 5e vague. Le taux d'incidence chez les 6-10 ans, vous voyez, a explosé. Il dépasse les 1000 cas pour 100 000 habitants. Ça veut dire qu'un enfant sur 100 est contaminé aujourd'hui. Un record qui se ressent dans les hospitalisations. Hier, 124 enfants de moins de 10 ans étaient hospitalisés. Record aussi en soins critiques avec 26 enfants de 0 à 9 ans aujourd'hui en réanimation. Autre argument en faveur de la vaccination des enfants donné par le comité consultatif national d'éthique, le recul qu'on a aujourd'hui sur la vaccination des adolescents qui permet d'être rassurés. Aujourd'hui, on sait que 80% des 12-18 ans sont vaccinés et on peut voir qu'il n'y a pas eu des cas d'effets secondaires graves. Le taux d'incidence et d'hospitalisation est bien moins important
proportionnellement que chez les plus jeunes, preuve que la vaccination est efficace. Et enfin, il faut dire que les formes graves du Covid sont très rares chez les plus jeunes, 25 fois plus rares que chez les adultes, mais selon le comité d'éthique, il faut tout de même les prendre en compte. Il pourrait y avoir un bénéfice individuel, même pour les enfants qui n'ont pas de comorbidité, car plus de 50% des cas d'hospitalisation et 80% des PIMS, vous savez, ces syndromes inflammatoires graves, concernent des enfants qui n'avaient pas de comorbidité. Kylian l'a entendu, Olivier Véran, il dit vaccination des 5-11 ans dès mercredi, si tout se passe bien, si tout va bien. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Qu'est-ce que le gouvernement attend pour enclencher cette vaccination? Il attend d'être certain que le rapport bénéfice-risque soit clairement établi pour les enfants qui n'ont pas de comorbidité. Et pour cela, donc, on attend les résultats des études de tolérance aux États-Unis. Les États-Unis qui ont commencé la vaccination des enfants début novembre. Ces données doivent arriver le 21 décembre. Et il va falloir également organiser cette vaccination des enfants qui ne sera pas simple à organiser parce qu'elle ne doit pas interférer dans celle des adultes qui, évidemment, reste prioritaire. Et puis, Olivier Véran a par ailleurs annoncé la 3e dose de vaccin obligatoire pour les soignants et pour les pompiers avec intégration de cette 3e dose à partir du 30 janvier. Jusqu'à maintenant, 57% seulement des soignants libéraux ont reçu une dose de rappel, 31,6% chez les soignants salariés et 28,4% chez les professionnels. Philippe Chambreau, vous êtes toujours avec nous. Ces mesures qui s'adressent donc au personnel soignant et aux pompiers, elles sont justifiées également ? Elles sont légitimes, elles sont obligatoires. Il est absolument indispensable que les professions de santé montrent également la crédibilité, la fiabilité, la confiance que l'on peut mettre dans les vaccins. Et indiscutablement, il faut absolument que les professionnels de santé se fassent vacciner pour donner confiance à la population. Est-ce que vous entendez dans vos confrères une réticence ou est-ce que globalement tout le monde est favorable? Très très faible, honnêtement très faible, y compris dans les EHPAD. Je suis étonné par les chiffres de 25%. Dans les EHPAD dans lesquels je travaille à Paris, franchement, la totalité des personnes qui travaillent auprès des personnes âgées sont vaccinées. Merci beaucoup. Vous restez avec nous, docteur Chambreau. On reparlera de toutes ces questions, ces actualités liées au Covid. Et il y en a pas mal aujourd'hui dans le journal de 15h30. L'actualité de ce samedi, c'est aussi les suites de l'affaire Jubilard. Et c'est le dernier élément qui a permis la garde à vue de Séverine L, la nouvelle compagne de Cédric Jubilard. Le témoignage d'un homme qui se trouvait dans la même prison que ce dernier, Thibaut Grosse. C'est un témoignage que les enquêteurs prennent très au sérieux. Celui d'un détenu interrogé il y a quelque temps qui se trouvait dans la même prison que Cédric Jubilard à Cesse. Cédric Jubilard lui aurait demandé de prendre contact à sa sortie de prison avec sa nouvelle compagne, Séverine, ici avec lui sur cette photo. Le but, s'assurer que le corps de Delphine ne soit pas visible sur le lieu où il aurait été enterré. L'ex-détenue et la conjointe de Cédric Jubilard entrent en contact, mais elle répète la même chose qu'aux enquêteurs. Elle ne sait pas où se trouve le corps de la disparue. Une version que la police juge pour le moment crédible. Après 36 heures de garde à vue, Séverine a été relâchée jeudi soir. Vous vous sentez comment? Très fatiguée. Pourquoi? Mais parce que ça a été intense. La garde à vue était intense. Et là, ce que je veux, c'est juste que les journalistes me laissent tranquille et qu'ils me laissent me reposer. J'ai fait ce que j'avais à faire maintenant. Ils sont de faire les enquêteurs. À nos confrères de la Dépêche du Midi, Séverine a quand même fait part de ses doutes. Je n'ai jamais vu le corps de Delphine. Mon but n'est pas de la cacher, mais de la retrouver. Les enquêteurs pensaient que Cédric m'avait confié des choses, mais cela n'a jamais été le cas. Cédric dit toujours des trucs sur le ton de la rigolade, comme pour l'histoire de la ferme qui a brûlé. Il m'avait dit qu'il avait mis Delphine là-bas, mais c'était encore une fois en plaisantant. Il a toujours eu un comportement bizarre. Lors de la perquisition du domicile de Séverine, les enquêteurs ont récupéré des lettres écrites par Cédric Jubilard en prison. Des missives qui vont être analysées minutieusement car elles pourraient être en partie codées. Suite au témoignage du codétenu, un autre homme a été entendu, un très bon ami du couple. Le fils de Séverine, qui lui non plus n'avait jamais été auditionné, a été interrogé pour apporter des informations sur l'environnement de sa mère. À 15h20, restez avec nous dans quelques instants dans notre journal de 15h30 sur BFM TV et nous reviendrons sur ces dernières annonces du gouvernement face à l'épidémie de Covid, la pression qui s'accentue sur les non-vaccinés, le pass sanitaire qui va devenir un pass vaccinal début janvier et Olivier Véran qui assume que ce pass vaccinal est une forme déguisée d'obligation vaccinale. C'est ce qu'il a déclaré en interview au Média Brut. On en parle dans quelques minutes. À tout de suite.